Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés. Je deviens un peu schizophrène, je ne sais jamais si je dois dire Université de l'Épargne, Institut des Libertés. Je suis un peu perdue entre les deux. Institut de l'Épargne, comme ça. Ça va être vite fait. Voilà, alors si vous nous avez suivis la semaine dernière, vous avez vu une émission où on vous parlait de la dette, sa vie, son œuvre. Oui, française. Et aujourd'hui, on va regarder, ouvrir nos horizons et essayer de vous parler lors de cette émission et de la prochaine qu'on va faire, parce qu'on va faire une émission en 2 temps. Un peu plus, on va croire qu'on les prépare, tu vois. Donc Charles a fait un gros travail cette semaine afin de regarder justement la situation de la France aujourd'hui. Dont tout le monde parle aujourd'hui. Dont tout le monde parle aujourd'hui, mais de façon très désordonnée, et pour essayer de s'élever, comme d'habitude, au-dessus du bruit ambiant et de prendre un petit peu de hauteur pour savoir véritablement quoi en penser. Et après, nous allons parler de l'Allemagne. Alors, nous allons parler de l'Allemagne, nous allons parler de ses obligations d'État, nous allons parler de son industrie. On va dire en fait, l'Allemagne est en train de rentrer en récession. Il y a un processus de désindustrialisation qui a commencé. Ça sera aujourd'hui, après quelques commentaires sur la dette française. Et puis surtout, la semaine prochaine, on essaiera d'expliquer que si nous avons des problèmes de retraite en France, ils en ont tout autant en Allemagne. Et dans une récession, les Allemands ont une tendance assez naturelle à se mettre à épargner comme des fous. Mais là... j'ai envie de dire, on a un peu tous ce réflexe Exactement. naturel. Quand arrive un coup dur, on se dit « Oh là là, ça pourrait être encore plus dur, du coup donc, je garde mes petites noisettes. » Tant que ça reste dur, je vais continuer à mettre des noisettes de côté. Tu te dis, c'est pas le moment de prendre des vacances, c'est pas le moment d'acheter un nouveau lave-linge. Voilà. Mais en plus... comme ils ont un problème de retraite qui est structurel, il va falloir sans doute que l'Allemagne, aussi curieux que ça paraisse, se livre à un énorme effort d'épargne, ce que la France refuse de faire. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, la semaine prochaine, c'est qu'il y a une contradiction terrible qui va se passer entre ce qui se passe en Allemagne, où ils vont épargner, et ce qui va en France, où on va continuer à dépenser, d'après ce que j'ai compris. Donc, la tension qui existe sur le marché obligataire, elle ne peut que s'aggraver. Alors, quand tu dis « on va épargner », c'est à hauteur des ménages ou à hauteur de l'État ? L'État, les deux. Et il faut pas oublier qu'en Allemagne, ils ont un principe qu'ils ont introduit dans leur politique, qui est qu'ils ne peuvent pas avoir un déficit budgétaire de plus de... Donc, ils ne peuvent pas le relancer en mettant, comme nous on l'a fait, soi-disant relancer. Se disant relancer la relance keynésienne. La relance keynésienne dont tout le monde connaît les résultats. Donc, ils sont contraints, et en même temps, ils vont avoir des dépenses supplémentaires, parce qu'il va falloir garantir un certain nombre de retraites. Donc, l'Allemagne rentre dans une période d'incertitude budgétaire aussi, et... on l'a bien vu quand ils ont fait la réunification allemande. Ils serraient les boulons, ils savent faire. Donc, ce que je crains, c'est qu'il y ait maintenant une vraie divergence qui se passe entre ce que l'Allemagne va faire dans sa politique économique et ce que la France continue de faire, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, en d'autres termes, le but de cet effort, ça va être de dire, ne regardez pas que la France... Il se passe quelque chose en Allemagne aussi qui va avoir une grosse influence sur la France. Donc, arrêtez de regarder simplement ce que font les bons à rien qu'on a mis au gouvernement, quoi. Ou qui sont plus toujours, d'ailleurs. D'accord. Alors, on va commencer peut-être par le premier graphique, dont tu voudrais parler, qui est une estimation de la dette française dans En fait, c'est pas une estimation, c'est que je dis, vous savez, il y a 2, 3, 4 ans, je disais aux gens, j'étais des obligations chinoises, certains d'entre vous s'en souviennent. Et je regarde les résultats de ce conseil. Fais attention à ton micro parce que... Oui, les résultats de ce conseil. Et vous voyez que, si vous avez suivi ce conseil 2018-2019, Oui, parce que alors attends, juste, vous allez voir ce superbe graphique sur vos écrans, mais tu as comparé la dette française à la dette chinoise. La dette chinoise, je prends la rentabilité, tu divises la rentabilité dans la même monnaie, la dette française... contre dette chinoise. D'accord. Donc, quand leur ligne rouge se pète la gueule, ça veut dire que la dette chinoise fait beaucoup mieux. C'est-à-dire que celui qui a acheté de la dette chinoise, qui aurait acheté de la dette chinoise aujourd'hui, à la place de la dette française, tu vois que la dette française a baissé de carrément 40% vis-à-vis de la dette chinoise depuis 2020. C'est incroyable, oui. Donc, alors que c'est des obligations d'État à 10 ans, c'est te dire ce qui s'est passé, quoi. Nos taux sont montés, leurs taux ont baissé, puis
Le yuan est monté, mais pas beaucoup. Mais ça n'a pas fini. Donc, si vous regardez avec un œil averti, vous regardez cette espèce de... Vous voyez que la dette française se balade maintenant entre, mettons, 66... Oui, 66. 66, c'est ton pointillé. Et 58, voilà. Vous voyez, elle se balade maintenant depuis 2022. D'accord. Et la grande question, je sais pas, si tu es un investisseur asiatique dans la dette française, tu regardes ce truc-là et tu te dis, si ça casse 58, la ligne pointillée du bas, où est-ce que ça va, quoi? Tu vois, on est là. Et donc, j'imagine que, par exemple, dans les banques centrales asiatiques, il y a des gars qui doivent regarder ce graphique en se disant, bon, est-ce que j'attends ou est-ce que je prends ma perte, quoi? Donc, contre une monnaie qui a été bien gérée, vous savez que ça fait un petit moment que je dis que la monnaie chinoise est bien gérée, que la nôtre ne l'est pas, et ça ne veut pas dire que j'aime le communisme. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de critères objectifs d'une monnaie bien gérée, et que ce soit fait par des gars qui ont fait l'ENA, ou que ce soit fait par des gars qui ont fait l'école du parti, ça reste les mêmes. C'est-à-dire que ce qui me fatigue avec les gens, c'est cette espèce de projection politique qui jette sur tout. Il peut y avoir des monnaies bien gérées dans des pays dans lesquels on n'aimerait pas vivre. Ben oui. Oui. C'est pas... Oui, et alors? Et inversement, c'est drôle parce que... je vais passer du proverbial Coca Light, mais pas véritablement. J'écoutais Michel Onfray cette semaine chez Laurence Ferrari, pardon de le citer encore, mais c'est pas une obsession, c'était juste le propos, qui disait que lui, il n'était pas contre le fait que on soit pris en caméra quand on voyage, et que donc nos voyages soient quelque part recensés. Et on est toujours amené dans ces cas-là à se dire, oui, mais alors, effectivement, si vous n'avez rien à vous reprocher... oui, toujours la même histoire, c'est le truc de Goebbels. Voilà, oui, mais encore une fois, quand on parle des libertés, c'est pas parce que ton cœur serait pur que l'atteinte à la liberté ne serait pas. Exactement. Et ensuite, qui décide que ton cœur est pur? Qui décide que ton cœur est pur? Mais donc, si tu laisses les gens regarder où tu veux voyager, et que tu les laisses prendre cette information, la mettre sur un support, et qu'il n'y a pas de juge derrière pour constater ceci ou cela, est-ce que c'est pas déjà l'empiètement nécessaire vers moins de liberté? Ça l'est déjà. Et évidemment, c'est quelque chose que les gens qui sont des personnes publiques ont constaté depuis longtemps, c'est que leur liberté baisse, parce que dès qu'ils apparaissent quelque part, tout le monde prend des photos. Ça, c'est certain. Donc le simple fait d'être une personne publique, quelque part, restreint ta liberté. C'est déjà dans le monde d'aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs. Vrai. Donc, mais tu peux essayer de protéger ça par des lois... que ton image t'appartient, les gens n'ont pas le droit de la... Mais enfin, s'ils l'utilisent à l'usage privé, s'ils sont contents de montrer à leurs copains qu'ils ont été dans un restaurant où il y avait Michel Onfray, tu y peux rien, quoi. Ça, c'est la vieille blague, tu sais, c'est la gloire et le deuil éclatant du bonheur. C'est-à-dire que, oui, quand t'es connu, t'es emmerdé, quoi. Ouais. Voilà, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais par contre, il ne faut pas que le gouvernement intervienne dans ce truc-là pour... Oui, mais là, le propos, c'était justement, lui avait tendance à dire, il est normal que le gouvernement intervienne dans ce truc-là parce qu'il faut pouvoir empêcher les attaques terroristes. Moi, je dis non. Je suis désolé qu'il y ait des attaques terroristes. Et d'ailleurs, si le gouvernement pouvait s'occuper qu'il n'y en ait pas sur le territoire sans contraindre nos libertés, ça serait d'autant plus agréable. Non, c'est l'excuse de... La sécurité pour la liberté. On n'a pas la sécurité et on perd la liberté. Ça, on sait qu'on la perd. Moi, je sais en tout cas... Je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut le dire ici, mais... Il y a 40 ou 50 ans, on m'a cassé les pieds, avec... il n'y aurait plus assez de pétrole. C'était le Club de Rome, tu te souviens? Oui, bien sûr, en 57. C'était 72, 73, bref. En 73, c'était le Club de Rome. Puis après ça, on m'a expliqué qu'il y avait des pluies acides qui détruisaient les forêts, que on allait tous mourir 10 ans après. Puis après, ça a été il y a eu El Niño, puis il y a eu le trou d'ozone. 10 ans après, on allait tous mourir. Et puis, il y a eu la crainte du refroidissement. On allait tous mourir de froid. Je me souviens du New Yorker, New York sous la glace en 2020. Voilà. Et puis ensuite, ça a été le réchauffement atmosphérique, etc. Et donc, à chaque fois, on nous a foutu des trucs comme ça.
On n'a jamais eu, mais par contre, ça a entraîné à chaque fois des diminutions de nos libertés. C'est-à-dire qu'ils se servent de ces grandes... On l'a vu pour le Covid, on l'a vu encore pour... Donc, à chaque fois, ils se servent de ces grandes craintes qu'ils créent eux-mêmes pour nous coincer dans notre liberté. Et donc, aujourd'hui, c'est le terrorisme, tout ça, c'est la réponse est non, vous n'avez pas le droit de me surveiller. Vous n'avez pas le droit de savoir combien j'ai dans mon compte, vous n'avez pas le droit de savoir quel est l'état de ma fortune, ça ne vous regarde pas. Entre autres. Et donc, tout ça pour dire, puisqu'on parlait de regarde par exemple 9/11, oui. Ça a entraîné une réduction de nos libertés, oui, mais gigantesque. Gigantesque. Mais gigantesque. D'un seul coup, il fallait que je donne mon compte au gouvernement américain. Mais oui, pourquoi non? Mais en fait, véritablement, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, les gouvernements américains sont arrivés vers tous nos pays en disant, écoutez, au nom du terrorisme international, je veux pouvoir avoir accès à tous les comptes bancaires de Charles Gave, de France et de Navarre. Et donc, à un instant T, sachez qu'un gouvernement américain peut venir voir le Crédit Lyonnais et lui dire « Je veux des copies d'écran de monsieur Antel parce que je pense que c'est un terroriste international. » Et on va le faire. Mais le pire, c'est que du coup, les banques qui avaient comme objectif de préserver le secret bancaire, on l'a vu en Suisse, ce qui s'est passé, c'est qu'elles deviennent des dénonciateurs diligents. Dès qu'il y a un mouvement un petit peu anormal dans votre compte, le gouvernement est prévenu. Et puis, ils en ont profité pour augmenter ce qu'on appelle la compliance, donc les départements compliance des banques. Et maintenant, même eux n'y comprennent plus rien. Il faut des étages entiers, remplir de la papier. C'est hallucinant. Là, quand j'ai ouvert le compte bancaire pour l'Université de l'Épargne, pour la société, j'ai halluciné du nombre de documents qu'il a fallu que je remplisse. C'était qui n'avaient aucun intérêt. Donc, alors, oui, qui disait que je ne faisais pas de commerce avec la Russie, que je n'avais pas de compte bancaire en Russie. Parce que c'est encore interdit. D'ailleurs, à ce propos... Mais pourquoi ça devrait être interdit alors qu'on n'est pas en guerre contre eux? Oui, mais juste un truc. J'ai vu passer des offres de noms, je ne citerai pas, qui vous proposent ou qui pourraient vous proposer de défiscaliser, soi-disant, vos avoirs en Russie et qui vous donneraient, soi-disant, un rendement de 20%, je ne sais pas quoi. Surtout, ne faites pas ça. Vous allez vous retrouver avec l'autorité des marchés financiers ou les autorités bancaires sur le dos. C'est aujourd'hui proprement illégal. Vous ne pouvez pas, si vous êtes résident fiscal français, ouvrir un compte bancaire, même si on s'occupe de tout pour vous. Surtout, je vous en prie, ne faites pas ça. Votre argent, il ira surtout... Non, mais surtout, vous n'allez pas le revoir. Point numéro 1, parce qu'à partir du moment où vous aurez fait quelque chose d'illégal, vous ne pourrez pas vous en prévaloir. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Donc, vous l'aurez dans l'os. Voilà. Donc, à bon entendeur. Donc, première chose, vous voyez que la dette française a déjà, dans le premier graphique, on va déjà ramasser une énorme gamelle. Oui. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est fini? J'en suis pas sûr du tout, parce que on a regardé une fois encore avec Didier. Vous savez, on rigole de nos grands-parents qui avaient acheté des emprunts russes et qui avaient perdu 100%. Si vous aviez acheté la dette française en 1914, en 1945, vous aviez perdu 97%. Donc, une dette peut aller asymptotiquement à zéro. Oui, il y a une conférence que Richard Détente a mis de toi, Richard Strauss... pas Richard, Vincent Strauss. Vincent Strauss, pardon. C'était la valse. Et donc, avec Didier, et Didier parle de ça. Donc, je vous invite à la regarder. Elle est disponible sur le site de Richard Détente. Voilà. Alors, donc, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est, vous le savez... on a tendance, nous, à comparer les marchés obligataires avec la performance de l'or. En principe, les marchés obligataires, ça doit faire un peu mieux que l'or, puisque l'or, c'est la valeur refuge, c'est le standard de valeur, si vous voulez. En principe, avec l'or, vous gardez votre pouvoir d'achat, vous voyez ce que je veux dire, au minimum, sur le long terme. Et donc, les obligations, c'est une réserve de valeur. Vous vous dites, si je me mets en obligation, il faut que je fasse mieux que l'or. Et alors, regardez la performance des obligations françaises depuis l'arrivée au pouvoir du Mozart de la finance. Là, alors, attends, on va prendre le temps pour ceux qui nous regardent, que tu expliques bien le graphique. Alors, donc, les obligations, le cours de l'or, c'est en rouge. Le cours de l'or, c'est en rouge, mais je les ai mis tous les deux bas 100 au moment où il a été élu. Au moment où Macron a été élu, notre Jupiter. Donc, on voit bien une corrélation. L'or a plus que doublé en euros.
On commence donc en 2017 jusqu'en pratiquement 2019. Les obligations françaises et le cours de l'or semblent relativement corrélés sur une base 100. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Arrive 2019-2020. Hop, les obligations françaises commencent à se péter la gueule. En tout cas, commencent à faire un petit plateau. Oui, pendant que l'or commence à monter. Pendant que l'or commence à monter avec des pics. Et l'obligation française, elle, commence à dévisser en 2021-2022. Là, c'est ce qu'on a vu la fois d'avant. Voilà. Avec un petit plateau 2021-2022. Et puis après, un plateau à 84,7. Donc, vous avez perdu dans une obligation française à 10 ans, un portefeuille à 10 ans, à peu près 16%. 16%. Mais il y a eu de l'inflation en plus. Bien sûr. Donc tu dois dégréver ton inflation. Et bien sûr, comme c'était des obligations et non pas des actions, tu n'as pas non plus touché dividendes, tu n'as pas d'intérêt. Tu as touché l'intérêt, mais c'est tout. Là, c'est intérêt compris. Hein. C'est intérêt compris. Oui. Et la ligne noire, c'est le ratio entre qu'est-ce qui se passe si j'avais acheté de l'or à la place des obligations. Alors attends, la ligne noire, c'est le ratio entre la ligne rouge. Total return from yield. Tu divides la ligne bleue par la ligne rouge. La ligne bleue par la ligne rouge. Et ça te donne la ligne noire. Et ça veut dire que tu as perdu contre l'or 60% de la valeur. Si tu considères que l'or, c'est le réserve, l'étalon de valeur, ton obligation depuis que M. Macron est arrivé, tu as perdu 60%. Et alors, le yield, tu peux expliquer c'est quoi le yield? Le yield, c'est le rendement sur l'obligation que tu réintroduis, que tu réinvestis au fur et à mesure que l'obligation passe. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme dans le réinvestissement des coupons. Tu fais la rentabilité totale de l'obligation, variation du cours plus coupon. Et tu vois donc que le beau-père de la finance, il a coûté au type qui avait une assurance vie, à la place d'avoir une assurance vie sur laquelle il avait un avantage fiscal, il aurait mieux fait d'avoir de l'or sur lequel il a gagné deux fois et demi. Donc tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est si l'or, c'est vraiment un gramme d'or, c'est un gramme d'or, ça bouge pas. Et si tu mesures la valeur des obligations françaises contre le gramme d'or, depuis l'arrivée de M. Macron, l'obligation française a eu une perte de pouvoir d'achat de 60%. Ça doit être le pire président que nous ayons eu depuis... je sais pas combien de temps, c'est effrayant. Et c'est drôle parce que personne n'a cette analyse, parce que assez peu de gens, sans vouloir te jeter des fleurs, n'a la capacité de sortir ce genre de graphique et d'analyser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en l'air, avec un petit doigt en l'air, en disant oui, la finance, la France et tout ça, mais ils font pas d'analyse. Donc on sait pas d'où ils tirent leur grand savoir. Mais là, ça veut dire que quelqu'un qui aurait eu la préscience de se dire... Je fais pas confiance à M. Macron, je vais acheter des obligations chinoises et de l'or, ce qui était d'ailleurs le portefeuille défensif que nous Jusqu'à maintenant, jusqu'à le yen, vous vous souvenez, en avril, je tiens encore une fois à jeter des fleurs au paternel, mais jusqu'à ce que vous preniez la hausse ou pas, mais sur le yen, c'était le portefeuille défensif. C'était le portefeuille défensif. Vous avez très très bien fait, alors si vous étiez resté avec M. Macron, vous perdiez à peu près... Mais le problème, parlons-en, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais leur portefeuille d'assurance vie est bourré d'obligations longues françaises. Sur lesquelles ils ont pris la gamelle. En ont-ils conscience? Je ne crois pas, parce que sinon, à mon avis... Ils pensent qu'un euro d'aujourd'hui, c'est la même chose qu'un euro il y a 20 ans. Or, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et en vérité, je pense que les gens, vous, ne vous rendez pas compte que vous venez de vous prendre une carotte de 16% inversée, parce que sinon, vous seriez dans la rue avec vos poubelles et vos gilets jaunes. Surtout, vous arrêteriez de voter pour ce corneau. Moi, je comprends pas pourquoi les gens les bourgeois votent pour le type qui les ruine. Eh ben oui, je sais pas, papa. Ça devient vieux, puis ça devient con, oui. Ouais. Alors donc, la perte... Alors, la première chose qu'il faut dire dans cette réunion, c'est la perte sur les obligations françaises a d'ores et déjà été considérable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est finie. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être pire. Dans une obligation, vous pouvez toujours, à partir de n'importe quel moment, perdre 100%. Mais voilà, c'est comme... ça me fait rire parce que les gens parlent de Bitcoin et ils disent « Ah, vous vous rendez compte, vous pouvez perdre 100%. » Mais vous pouvez perdre 100% sur une obligation. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Les gens, les emprunts russes, ils ont perdu 100%, mais les obligations françaises à l'époque, comme disait Didier, ils ont perdu 97%. Superbe. Vous avez sauvé 3% que l'inflation vous aura bouffé. Mais bon. Alors donc, depuis un petit moment... Dans ces réunions, ce que je dis, c'est que la gamelle
finale arrivera par le marché obligataire. Donc, la baisse qu'on attendait a eu lieu. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre chose, le troisième graphique, qui est l'attention sur le marché à court terme. Alors, celui-là, il est difficile, on va bien le regarder ensemble. On va bien le regarder. C'est l'écart des taux. Alors, l'écart des taux. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez l'Allemagne, qui est le pays un peu étalon en Europe, a des taux, mettons, à 2,5%, et tu mesures à combien la France emprunte au-dessus du taux allemand. Tu vois, c'est-à-dire que si la France emprunte à 3, quand l'Allemagne est à 2,5, l'écart des taux sera de 50 points de base. Tu vois, c'est-à-dire 0,5%. Et je regarde l'écart des taux sur 3 pays. Le Danemark, parce que personne ne regarde, et que c'est un pays très bien géré. Et il n'est pas en euros. Si, il n'est pas en euros, ils n'ont pas l'euro. Ils n'ont pas l'euro, ils ont leur propre monnaie, mais ils ont une... Le Danemark, ça c'est rigolo, ils sont rattachés au Deutschmark, qui n'existe plus. Tu vois, c'est-à-dire que si le Deutschmark renaît, ils sont rattachés au Deutschmark. Bon, bah écoute... C'est très bien, donc ça, moi ça me plaît bien, tu vois. Et puis je regarde l'Italie, qui était considérée comme le mauvais payeur. Oui. Donc en principe, la France doit avoir d'habitude des taux d'intérêt à peu près comme ceux du Danemark, qui était considéré comme un petit pays, inférieurs à ceux de l'Allemagne, supérieurs à ceux de l'Allemagne, et inférieur à ceux de l'Italie. Et regardez, en vrai, c'est comme quand tu étais à l'école, il y avait toujours des gens, tu savais que tu avais... tu devais avoir mieux que lui d'habitude. Oui. Et puis, il y en a d'autres, tu savais que à ta composition d'histoire, normalement, tu étais à côté de Nathalie et Florence, et que si tu faisais moins bien qu'elle, c'était mais moi, cette fois-ci, tu t'étais comme j'étais un cancre quand j'étais au lycée, un jour, j'étais 3e en composition d'histoire. J'étais absolument éperdu de bonheur, parce que ça m'arrivait rarement. Et la première de la classe qui était là, qui était 3e ex aequo avec moi, pleurait. Je me suis dit, ça m'a permis de me rendre compte de la relativité du bonheur ou du malheur, quoi. Voilà, c'était affreux. Enfin, voilà. Alors, donc, regardons d'abord le premier graphique. C'est celui contre le Danemark. Vous voyez, quand vous êtes à 0, ça veut dire que la France emprunte en même taux que le Danemark. D'ailleurs, il y a à peu près 3-4 ans, j'avais fait une intervention brillante, comme d'habitude, pour expliquer en 2020, la France a emprunté au même taux que le Danemark. J'avais dit, comme la France est foutue et que le Danemark l'est pas, vous devriez acheter de la dette danoise, vendre de la dette française au même prix, et vous toucherez la différence des taux au fur et à mesure que ça s'écroule. Bon. Ça, c'est pour des professionnels. Ça, c'est pour des professionnels. C'est pas facile à faire. Et donc, vous voyez que les taux étaient à 0 il n'y avait pas de différence des taux en 2022. Et maintenant, il y a 87 points. C'est-à-dire presque un point total. Vous voyez que la dette française est en train de se dégrader. Quand la ligne monte, ça veut dire que la dette française se dégrade. Vous voyez que la dette française est en train de se dégrader à toute allure contre le Danemark. Vous regardez en dessous, vous avez cette fois-ci, tout en bas, vous avez l'Allemagne. Et vous voyez que l'Allemagne, on est maintenant au même niveau qu'on était au début de la crise de l'euro en 2012. Vous voyez, c'est la ligne en pointillé. Et c'est des niveaux qu'on n'a jamais franchis depuis. Donc si on le franchit, tous ceux qui font ce qu'on appelle de l'analyse technique, c'est-à-dire qui regardent les graphiques pour prendre des décisions, on va dire « Oh là 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 là, on a cassé ». Ça veut dire que maintenant, et l'Italie... vous voyez que la dette italienne, quand la ligne bleue monte, ça veut dire que la dette italienne s'améliore par rapport à la dette française, s'améliore par rapport à nous. Donc, pour résumer, on se détériore contre l'Allemagne, on se détériore contre l'Italie, on se détériore contre le Danemark. Donc, ça veut dire que la dette française commence à être mise en question par les marchés. Donc, on s'est déjà gamellé, mais maintenant, c'est à moyen terme. Ça, c'est aujourd'hui, c'est un truc à court terme que tous les gens regardent. Donc je suis en train de dire aux gens, faites gaffe parce qu'il y a peut-être un coup qui est en train de partir sur la dette française. Maintenant, au moment où je vous parle, c'est pas du tout impossible que le coup parte. Et je peux pas dire que le gouvernement qui vient d'être nommé m'a rassuré sur la capacité des élites françaises à régler le problème. Parce que quand vous êtes dans une situation budgétaire extraordinairement difficile, avoir un nouveau gouvernement dans lequel il y a 38 ministres, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Oui. En fait, je crois qu'en Suisse, ils ont 7 ministres, ça suffit largement. 38 ministres, mais à quoi qu'est-ce qu'ils foutent? Puis 38 ministres et X conseillers d'État. Il y a à chaque fois un chef de cabinet, un directeur de cabinet, des voitures de fonction, des trucs protocolaires. La première chose qu'aurait dû faire M. Barnier, c'était de dire, écoutez les gars, on va avoir 10 ministres,
Et puis on se revoit dans 6 ou 9 mois si je suis toujours là, quoi. Mais en attendant, on va commencer à serrer les boulons. Rien du tout. Il dit on va augmenter les impôts sur ceux qui gagnent plus. Sur les privilégiés. Sur les privilégiés, je me sens. Ouais. Alors, il y a un... Et encore une fois, c'est pas comme si, point numéro 1, on n'avait pas déjà les impôts plus hauts de toute la zone européenne, mis à part le Danemark. Et point numéro 2, c'est pas une question de payer plus ou moins d'impôts, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces impôts. Parce que si on avait l'impression que les écoles fonctionnaient, comme au Danemark. Comme au Danemark. Mais encore une fois, pour qui est allé à l'hôpital public récemment, on se rend bien compte que où va le pognon. Les infirmières sont à l'os, en tout cas pas à l'hôpital, en tout cas pas sur les routes, en tout cas pas dans la gestion courante. Donc on ne comprend pas avec ces impôts. Moi, dans l'absolu, on veut bien en donner plus. Mais voyez ce que vous en faisiez déjà. Oui, absolument. Alors ça, c'est le vrai problème. C'est qu'il n'y a pas de diagnostic de fait. Et encore une fois, je reviens à notre vieille histoire de Charles Pratt qui dit, il y a 69 millions de citoyens et il y a 75 millions de cartes vitales. Il me semble qu'une des premières mesures que pourrait prendre le gouvernement, c'est de voir qui dépense quoi avec ces fausses cartes vitales. Et d'après ce que je comprends, quand tu as des enfants qui sont pas majeurs, ils sont sur ta carte vitale. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc ça veut dire que c'est pas 5 millions, c'est 10 millions de cartes vitales entre autres cas. Parce qu'effectivement, moi mes filles, elles étaient sur ma carte vitale, et puis quand l'une et l'autre ont eu 16 ans, on a reçu la carte vitale de l'enfant. Et là, mais je pense que là, de même, une nouvelle carte vitale, si l'enfant est sur le territoire et qu'elle est sur ta carte vitale, on lui donne à lui sa carte vitale ensuite avec le système actuel. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Mais je veux dire, il y a des fraudes partout. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée 38 ministères. Mais c'est grotesque. Enfin bref. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que notre conseil de ne pas avoir d'obligation française depuis un petit moment a été amplement justifié. Une crise obligataire est peut-être en train de commencer à frissonner, ce qui veut dire que cette baisse, c'est pas parce que les obligations ont baissé de 25% qu'il faut en acheter. Oui. Ça peut descendre à zéro. Ça peut continuer à descendre asymptotiquement à zéro. Donc la première des choses, c'est que la crise est là, en France, pour des raisons dont on peut penser qu'elles sont purement françaises. Tu vois, ça, bon. Maintenant, on va passer à l'Allemagne pour expliquer que l'Allemagne a des gros problèmes. Et que les problèmes, pour résoudre les problèmes allemands, ça va rendre notre situation à nous encore plus difficile. Oui, pour les raisons qu'on va voir. Pour les raisons qu'on va voir. Alors, regardons, première chose, là je vais vous montrer, je suis désolé, là il va falloir que vous fassiez un effort parce qu'on, dans le raisonnement économique que vous essayez d'en faire, vous avez toujours une espèce de circularité. C'est-à-dire, là je vous ai parlé de la France, on regarde les problèmes français, on les analyse, on montre les choses. Mais la France ne vit pas dans un monde complètement irréel où elle serait toute seule, contrairement à ce que croient les gars qui sortent de l'ENA, mais ça c'est autre chose. Et je vais vous montrer comment le principal client, le principal fournisseur de l'Allemagne, si elle a des problèmes, ça peut rejaillir sur la France. C'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez du cadre habituel de pensée. Je regarde le PIB français, je regarde le truc, le taux d'épargne, tout ça c'est vrai, mais il y a des influences sur ces trucs. Et ça demande une recherche, un effort de conceptualisation. Donc, ce que je vais faire, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Si j'ose dire, c'est une étape de plus dans ce qu'on essaie de vous enseigner, la compréhension de l'économie. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays fermé. Alors, regardez le premier graphique. C'est l'Allemagne se désindustrialise. Alors, ce premier graphique est très intéressant. En haut, vous avez la production industrielle allemande. Alors, attends, laisse-moi bien regarder. Tu vois, c'est la production industrielle basse 100. C'est en rouge. C'est en rouge. L'indice de production en 1980. D'accord. Et la ligne bleue que tu as tirée... c'est la tendance historique. D'accord. Qui est montée de 1,3% par an, à peu près 1,5% par an. Et 150, c'est quoi 150, c'est là où on est aujourd'hui. D'accord. Tu vois, mais tu vois que la production industrielle allemande monte gentiment, et quelque part, aux alentours de 2020, se brise. Tu vois, d'un seul coup. Oui, mais ça, c'est le Covid aussi. Oui, mais le Covid, on l'a bien vu, ça a été la grande baisse, mais ça remonte et ça rebaisse derrière. Oui, ça rebaisse derrière. Ça, c'est les beautés de la Commission européenne, de la lutte pour sauver la planète, d'empêcher les voitures allemandes d'avoir des moteurs à essence, de fermer les centrales nucléaires. Alors, je voudrais juste faire une remarque. C'est si on regarde ta courbe de 1980 à 2020. Ça montre très bien.
ils ont bien profité. Hein. Ah ben, mais nous, on était pareil, mais nous, on s'est arrêté en 70. En 2010, pardon. Parce que si tu regardes la croissance... Ah, mais ils ont été très bien, ça marchait très bien. L'industrie, bien sûr. L'industrie allemande, merci la Commission européenne. Merci, mais ça, c'était merci l'euro aussi, parce que comme ils ont eu des monnaies sous-évaluées, ils ont pu tailler des croupières à la France, c'est tout ça. Mais donc, on voit bien que... L'industrie de l'Allemagne... Ça, très bien, mais tu vois, maintenant, ça s'est pété la gueule de façon monstrueuse, et on est au même niveau qu'en 2005. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment perdu 20 ans d'industrie là, en 4 ou 5 ans. Oui. Donc ils se ramassent une galère énorme. Ouais, ça veut dire que tous leurs chiffres de vente sont revenus en arrière. Donc s'ils ont embauché, et ainsi de suite, ils se retrouvent avec des gens. Et en dessous, tu as la variation sur 12 mois. Et tu vois la variation sur 12 mois, et l'assurage gris, c'est les récessions en Allemagne. Donc tu te rends bien compte qu'on va rentrer dans une récession en Allemagne. Donc ce que je dis, c'est que, il y a un problème structurel sur la production allemande. Et 2, aujourd'hui, pour des raisons cycliques et structurelles, ils sont en récession. C'est fait. Donc on peut partir du principe que c'est fait. Donc l'Allemagne a un problème cyclique. D'accord. Bon, et structurel. Donc on regarde ça et on voit bien que ça s'est pété à la gueule. Alors, on peut discuter des heures de la raison de la baisse de la ligne rouge, mais ça, tu peux dire c'est les écolos au pouvoir, c'est toutes les conneries qu'ils ont fait, quoi. D'empêcher les Allemands dominaient les voitures de luxe avec des moteurs à essence, et ils viennent de se tirer une balle dans le pied en disant qu'il fallait obligatoirement faire une voiture, 2 voitures sur 5, je sais plus quoi. Non, à partir de 2035, il faut plus de voitures à essence. Oui, c'est ça, que des voitures électriques. Comment tu veux Surtout que les voitures électriques, ils n'ont aucun avantage comparatif. Les Chinois les font mieux qu'eux, ils font les batteries, tandis qu'ils font rien. Donc, grosso modo, on peut dire que l'industrie allemande a été tuée par des réglementations européennes, comme l'industrie française avait été tuée par des réglementations françaises, quoi. Il semble que le but des élites en Europe, ce soit de tuer leur industrie. Oui, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ils veulent peut-être parce que les entrepreneurs sont les seuls sont des hommes libres la plupart du temps, et donc ils se disent comme ça, on n'aura plus que des petits hommes gris, les nôtres au pouvoir, et puis des corvéables à merci en dessous. Oui, mais les corvéables à merci, si tu veux, s'ils produisent rien de valable, ça va être l'Union soviétique, ce truc. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... ça va être en cercle... Alors là, pour le coup, ça va être un camembert. Tu sais, exactement. Mélenchon adore ça, c'est-à-dire des transferts des uns aux autres avec un fromage, ma foi, qui se rétrécit. C'est le Venezuela, c'est-à-dire que voilà, qui était quand même le plus gros pays pétrolier du monde et qui a réussi à se ruiner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'écrivent la croissance ne vient que du pétrole. Avant le pétrole, il n'y avait pas de croissance. Ça prouve que le type, il comprend rien. Et deuxièmement, le Venezuela, ils avaient plein de pétrole, ils sont ruinés quand même, quoi. Donc, alors les gens adorent dire dans ces cas-là que c'est la faute des États-Unis et des sanctions. Mais on aime à rappeler que le Venezuela commençait à se péter la gueule bien avant les sanctions américaines. Oui, et puis en plus le Venezuela, il a eu des sanctions parce que il a pas, il a nationalisé sans indemniser les sociétés pétrolières américaines, ce qui n'était pas une bonne idée. Oui, ça énerve. Ça énerve. Quand on t'exproprie de ta bonne... Alors donc... Encore une fois, une notion de la propriété individuelle assez absolument. Là, l'Allemagne rentre en récession. Alors, on regarde deuxième chose, on regarde les importations allemandes, sur le graphique suivant, et les exportations françaises. Alors, la ligne noire, c'est les importations allemandes. Non, pardon, là, je me trompe. Voilà, Allemagne, variation sur 2 ans des importations. Voilà, et des exportations. Vous voyez que les importations vont se péter la gueule de façon considérable. Les importations allemandes. Oui. Pendant toutes les récessions, elles se pètent la gueule. C'est logique. Quand tu es en récession, tu arrêtes de consommer des produits de l'étranger. Voilà. Mais qui vend les produits étrangers? Les étrangers. C'est la France. Donc ça veut dire que nos exportations vont se ratatiner. Est-ce qu'on, j'ai pas regardé les chiffres, mais est-ce qu'on vend beaucoup à l'Allemagne? C'est notre principal. Donc ça veut dire que nos exportations. Alors je vais 2 pas plus loin. J'essaye je prends le graphique qui est très intéressant. C'est le même, mais cette fois-ci, c'est importation allemande et exportation française, pour répondre à ta question. Tu vois, quand les importations allemandes se pètent la gueule, les exportations françaises se suivent avec une belle... sont complètement corrélées. Complètement, c'est un taux de corrélation de plus de 0,90. Donc un truc très très élevé. Ça veut donc dire que notre commerce extérieur, qui est déjà pas fameux,
à moins 40, moins 50, moins 70, va se viander. On va creuser encore plus. Tu vois, ça veut dire que nos exportations... Mais ça veut dire que nos exportations vers l'Italie aussi vont baisser, parce que comme les Italiens exportent vers les Allemands, s'ils achètent... Tu vois, je veux dire, ça veut dire que cette espèce de récession allemande va faire comme une tache d'huile partout en Europe. Tout le monde va douiller. Ce qui veut dire, pour revenir au graphique qu'on a souvent montré ici, que si on rentre dans une récession en France, qui semble assez probable, et qui commence à être indiquée par les chiffres qui sortent, notre déficit budgétaire va exploser. Et c'est peut-être par hasard qu'il est déjà à 6%. Il va peut-être aller faire un tour à 8 ou à 9. Ce qui rendra la situation des marchés obligataires quasiment impossible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est des effets... C'est peut-être déjà ce qu'ils anticipent. Peut-être que d'autres analystes financiers de fonds aurait fait un petit peu les mêmes analyses et le marché obligataire anticipe un petit peu ce mouvement. Comment ça dire? Surtout quand il a vu français les 38 ministres. Il se dit, ces gars-là sont pas sérieux, quoi. Je veux dire, ils te parlent d'augmenter les impôts, mais ils devraient commencer par demander le nombre des ministères. Encore une fois, on est dans le déni de regarder en face le fait qu'on est aujourd'hui dans une crise d'austérité et qu'il faille prendre ce taureau par les cornes et dire une bonne fois pour toutes à la Millery, désolé, mais il faut faire des coupes budgétaires sévères. Et ça n'est pas... Comme Chrétien au Canada dans les années 90. Et le problème, c'est que nous n'avons plus de personnel politique avec des épaules suffisamment larges pour dire je vais prendre des coups et ça sera du sang et des larmes. Donc on a des petits lutins qui décident de lutiner pour le coup. Et de partir de petites fleurs en petites fleurs, 38, de cocktail en cocktail, en prenant des pauses et des mines sévères. C'est quand même étonnant, 38 ministres. C'est hallucinant. Quand je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, on a besoin de ministres dans les 4 ou 5 départements régaliens. Donc effectivement, justice, intérieure... Il y a peut-être la santé et l'éducation dans lequel on a besoin de ministres, mais enfin, on en a besoin de 7 ministres, c'est tout. Je crois qu'en Suisse, ils en ont 7. Non, mais toutes ces histoires de ministres à l'outre-mer ou ministres, machin, c'est des trucs qui pourraient être effectivement délégués qui à l'économie ou qui à l'intérieur, suivant les dossiers. C'est grotesque. Alors, maintenant, réfléchissons à l'Allemagne. C'est ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine, mais qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Bon, ils vont avoir... Ils ont déjà fait beaucoup de crédits au reste de l'Europe. Alors là, ça va être difficile. L'Allemagne a prêté? A prêté. Alors regardez un petit peu le graphique qui s'appelle les balances target. Alors est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que sont les balances target? Ça, c'est vachement difficile parce que c'est vraiment velu. Alors on n'en parlait plus depuis un moment. On en parlait beaucoup il y a 3-4 ans, des balances target. Tu en parlais beaucoup. Et ça a été rendu un petit peu inefficient par... Non, mais alors les balances target, qu'est-ce que c'est? Dans le temps, quand vous aviez des monnaies indépendantes, vous aviez la France qui était en déficit contre l'Allemagne. Au bout d'un certain temps, les Allemands n'acceptaient plus les francs français en paiement pour leurs exportations. Et donc le franc français se pétait la gueule, le franc dévaluait. Et en attendant que ça retourne à l'équilibre, l'Allemagne demandait ce qu'on appelait des réserves de change, des dollars ou de l'or. Donc quand ta monnaie était... Quand tu n'étais pas compétitif, tu perdais tes réserves de change et au bout d'un certain temps, tu es obligé de dévaluer parce que tu n'y arrivais plus. Bon. Ça, c'était le système ancien. Dans le système nouveau, ce que fait l'Allemagne qui a des excédents avec l'Italie et l'Espagne, par exemple, ils ont monté un système tout à fait curieux où, à la place de donner les réserves de change de l'Italie ou de l'Espagne, ce qui les forcerait à quelque chose, l'Allemagne prête de l'argent à l'Italie et l'Espagne et devient créditrice de l'Italie et l'Espagne du montant. Donc ils font ce qu'on appelle du crédit fournisseur. Tu prêtes du pognon à un gars qui va faire faillite. Tu vois, c'est toujours un bon placement. Et si tu regardes le graphique sur les balances target, tu vois que les crédits allemands, qui sont la ligne rouge ou la ligne en pointillé, qui est la somme des balances courantes, c'est à peu près 1000 milliards d'euros, et que les pays en déficit, l'Italie et l'Espagne, sont à peu près à 900 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait à peu près, depuis 2008, que l'Allemagne prête de l'argent à l'Italie et l'Espagne pour que l'Italie et l'Espagne puissent continuer à acheter des produits allemands. Et ça veut donc dire que... C'est un peu ce que l'Allemagne avait déjà fait avec la Grèce. C'est ce qu'elle a fait avec la Grèce, et c'est ce que... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Allemagne cesse de prêter à l'Italie et à l'Espagne, ça va être un peu dur, hein. À qui elle va vendre?
D'abord, à qui elle va vendre. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec des cargos entiers avec des Mercedes et elle va les envoyer où? Exactement. Et puis en plus, ces prêts de l'Italie et de l'Allemagne, qu'on a fait à l'Italie et à l'Allemagne, sont quelque part dans le système financier allemand. Marqués à 100%, j'imagine. Oui, bien sûr, avec aucun risque en face. Aucun risque en face. Donc, ça veut dire qu'on a créé une espèce de Ponzi gigantesque qu'on masque en disant non, mais ça va, il n'y a aucun souci à se faire. Et alors, ces écritures... Alors, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est une histoire de corps de cul, hein, d'après ce que j'ai compris, l'Allemagne ne prête pas à l'Italie, elle prête à la Banque centrale italienne. D'accord. Donc le bilan... et ensuite, la Banque centrale italienne crée de la monnaie, ou alors c'est juste un jeu d'écriture. Et en quelle masse monétaire tout ça se retrouve en euros, mais alors... Non, mais je veux dire, c'est en M1 ou en... Ça doit être en M1 et M2, oui. C'est-à-dire qu'il ne voit pas très bien comment vous arrêtez la hausse de la masse monétaire avec un système comme ça, parce que c'est... oui, c'est d'où ma question. D'où ta question, ça doit continuer, donc c'est impossible d'arrêter l'inflation. Mais en tout cas, c'est une espèce de saloperie incroyable qui a été inventée par ces technocrates. Et j'ai aucune idée de la façon dont on va se terminer, mais je sais que c'est des crédits fournisseurs faits par un pays à un autre pays, et que ce sera sans doute... Je vois pas comment ça sera repayé, quoi. Ça veut dire que les profits que les sociétés allemandes ont faits en vendant à l'Italie ou à l'Espagne, c'est des profits pipeaux. Oui, mais eux... Parce que c'est fait par une détérioration de leur balance. Je suis d'accord, mais... Toi, je sais pas... Ils s'en foutent, tu le sais pas. Ouais, Mercedes, il a vendu ses bagnoles, il a été payé, il est content. Hein. Voilà. Et toi, je sais pas, tu es l'Italie et avec, tu as acheté des machines-outils. Bah, ma foi, tu les as, tes machines-outils. Exactement. Donc, il y a une perte latente qui est là, c'est le mistigris. Tu sais, personne veut avoir le mistigris, mais en fait, je crois que le mistigris, il est dans la Banque centrale allemande. Donc, ou dans les banques centrales italiennes et espagnoles. Mais les banques centrales italiennes sont débitrices. Donc celui qui risque de prendre la gamelle, c'est celui qui est créditaire. Oui, de fait, oui. De fait. Donc la banque centrale allemande qui risque de prendre une énorme gamelle. Ou comment, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas très bien, parce que c'est un machin qui a jamais existé, ça, il fallait être... Et tu crois pas qu'il est possible que la Banque centrale allemande, parce que d'après ce que j'ai compris, tu as des Länder aussi. Non, la Banque centrale allemande, c'est là pour l'ensemble de l'Allemagne. Mais il n'y a pas un moyen qu'elle ait parcellisé ensuite à ses petites unités. Elle a vendu un certain nombre de ces papiers sans risque aux Länder, etc. Et que en réalité, toi, tu te dis c'est la Banque centrale allemande, mais qu'en vrai, le petit mistigris, il était démultiplié en plein de petits mistigris. Du mistigris, mais à ce moment-là, si c'est dans le secteur privé allemand, fragilisant le mistigris, ce faisant le système le entier. mistigris, c'est les banques allemandes sont vulnérables à ce moment-là, mais je ne sais pas. Voilà. Alors, on ne peut pas le savoir. Mais s'il y avait des études de bilan, regardez véritablement au bilan. Mais il est vrai que quand tu vois un actif comme ça au bilan, il faut vraiment réfléchir en se disant est-ce que c'est un véritable actif quand tu le lis comptablement ou est-ce que ça a été créé ex nihilo. Voilà. Donc ça veut dire que la position créditrice de l'Allemagne vis-à-vis du reste de l'Europe est très forte. Mais ça veut dire aussi que si d'un seul coup ils cessent de consommer, ils mettent en danger les gars qu'ils subventionnaient avant. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Mais en même temps... Mais s'ils le font pas, ils pourront pas payer les retraites. C'est ce que j'essaierai de montrer la semaine prochaine. L'autre chose aussi, c'est qu'on sait que l'Allemagne va vers une population vieillissante, que cette population, puisqu'il n'y a pas de renouveau des naissances, comme nous, mais encore plus, une population vieillissante aussi peut avoir tendance à malgré tout épargner parce qu'ils ont la trouille. Surtout qu'ils savent très bien que leur système de retraite peut ne pas fonctionner. Ouais, surtout, ils commencent à s'en rendre compte, oui. Alors, eux s'en rendent compte. Et tu avais fait un article l'hiver dernier sur ça et sur le fait aussi que l'industrie allemande n'allait pas bien. Donc, ce dossier que vous retrouverez dans un second temps sur notre site vous permettra d'en juger et d'avoir les chiffres, des chiffres cohérents. Et les commentaires. Et des commentaires, oui, les vôtres. Mais au-delà de ça permet aussi de se rendre compte que aussi ils ont une attitude beaucoup plus rationnelle face à la réalité, alors qu'encore une fois, nous, on continue de surfer avec 38 ministres et que, paradoxalement, la question des retraites semble n'être jamais abordée. Non. Alors qu'on sait tous que c'est un gigantesque Ponzi, on sait très bien que... Les jeunes générations ne pourront pas payer... J'ai lu cette semaine un article fait par un inspecteur des finances général à la retraite, donc un type sûrement très compétent,
qui disait que la moitié du déficit budgétaire français venait du paiement des retraites. Oui. C'est-à-dire que on nous explique qu'il n'y a pas de problème et tout, mais c'est-à-dire que le paiement des retraites aujourd'hui, ça doit être 14 ou 15% du PIB, et il y en a la moitié de ça qui... Oui, mais les gens ont cotisé pour ça. Dans oui, leur mais tête. ça veut rien dire. Oui, mais je veux dire, dans la tête des gens... Les gens, ils ont cotisé. J'ai payé. Oui, j'ai payé, mais t'as payé, mais... Voilà. T'as rien acheté avec ce que t'as payé. C'est exactement comme les balances... Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'expliquer ça psychologiquement, parce que les gens se disent, mais enfin, je vous demande pas on m'a pris 40% de mon salaire depuis des années, j'ai rien en face. Je vous demande pas un transfert social, je vous demande pas la charité, je vous demande ce que vous m'avez dit au début, et moi, on a fait un transfert social à partir du paiement des gens à la retraite, mais aujourd'hui, on peut plus l'honorer parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent leur retraite et beaucoup moins de gens qui travaillent. Oui, c'est le principe d'une pyramide. C'est comme quand vous faites une pyramide de vente, n'importe laquelle, c'est-à-dire on fait rentrer au fur et à mesure, on paye des intérêts. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui vous disent on va gérer votre argent et ainsi de suite, offrent des rendements très hauts. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent sur un phénomène de Ponzi. Quelqu'un qui vous dit, je vous garantis... C'est ce que faisait Madoff. Hein. Oui, absolument. Je vous garantis du 7%. Je vous garantis du 7%. Si les taux d'intérêt de l'obligation d'État sont à 4%, il peut rien vous garantir du tout. Moi, je peux vous garantir du 3,90 si les taux d'intérêt sont à 4, parce que je prendrai 10 centimes de marge, mais c'est la seule chose que je peux vous garantir. Tout le reste, c'est du pipeau. Donc, quelqu'un qui vous garantit un taux d'intérêt qui est supérieur au taux des obligations d'État, c'est un escroc ou c'est un imbécile. Ou les deux, d'ailleurs. Les deux ne sont pas exclus. Alors, je vais essayer de montrer. Alors, le dernier graphique est extrêmement compliqué, je m'en excuse. Mais c'est pour essayer de montrer la complexité des problèmes. Alors, regardez, on regarde un petit peu 3 grandes variables. Alors, on amène divergence entre l'Allemagne et le reste de la zone euro. C'est pour vous montrer l'importance de l'Allemagne dans la zone euro. Hein. C'est pas... Donc, le premier graphique, c'est les comptes courants. Vous savez, c'est la position extérieure, la balance commerciale. Donc, vous voyez que l'Allemagne, la ligne rouge, c'est toujours la ligne rouge, a des comptes courants qui sont à peu près à 7% en excédent dans le commerce extérieur, c'est-à-dire. Et puis le reste de l'Europe, ils sont à 0. Donc qu'est-ce que va vouloir faire l'Allemagne dans les années qui viennent, comme ils ont un déficit d'épargne, ça paraît incroyable. Hein. Ils vont vouloir faire monter la ligne rouge. Ça veut dire que la ligne bleue va baisser. Donc les autres pays vont se retrouver dans une situation où ils vont avoir des pressions sur leur monnaie, des pressions sur leur taux, et la France en particulier. Bon, donc, si vous regardez l'Allemagne, vous dites, bon, les comptes courants allemands sont déjà très élevés, malgré ça, ils ont un déficit d'épargne qui est apparu à cause de l'effondrement de leur marché obligataire, ils vont essayer de rétablir ça, ça sent pas bon pour la ligne bleue. Bon, ça c'est la première. La deuxième, vous regardez les déficits budgétaires. Vous voyez que les déficits budgétaires allemands sont à 2,3, 2,1 du PIB. Ils ont passé une règle budgétaire disant qu'en fait, c'est très difficile de ne pas tomber en dessous. Donc, les Allemands ne peuvent pas accroître leur déficit budgétaire. La ligne bleue en dessous, qui est déjà à 4, en France on est à 6, hein, la ligne bleue, vous savez que si l'Allemagne ne peut pas faire baisser sa ligne rouge et qu'elle fait monter la ligne rouge en haut, c'est-à-dire si elle se met à épargner plus, nos déficits budgétaires vont augmenter. Donc vous savez que la ligne bleue va se péter la gueule, ce qui va poser des problèmes au marché financier. Bah oui. Et puis alors, la troisième, c'est celle qui tue, c'est l'Allemagne. La ligne rouge, c'est la dette en pourcentage du PIB. Vous voyez que depuis 2010... ils essayent de faire baisser leur dette. Ils sont passés de quoi ? De quasiment 90 à 64, là, ou 64,3. 64,3. Et nous, la ligne en pointillé, on a monté comme des fous. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que... C'est fou, cette distorsion, parce qu'au début, on était plus haut. On s'est bien remis à partir de 2002. On était presque corrélé en 2008, dis donc. Oui. Et puis, bam. Et bam, mais les Allemands ont pris des mesures sévères de limite du déficit budgétaire. Et nous... nous, c'était... mais il n'y a pas que nous, mais il y a les autres pays, si tu veux, c'est les autres pays européens. Donc, vous savez qu'on va vous expliquer la semaine prochaine, l'Allemagne va serrer, va vouloir épargner plus. Donc,
que notre dette va augmenter, que les déficits budgétaires en Allemagne vont augmenter et que les déficits extérieurs vont augmenter. Et vous savez, comme je vous l'ai montré avec les balances target, que c'est l'Allemagne qui nous finance. Il n'y a pas une contradiction là ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi nous financerait-il alors qu'ils ne réussissent plus à payer leur retraite ? Il y a un moment. Le problème, c'est que, c'est ce que dit toujours Louis, mais que l'Allemagne, et il est vrai, psychologiquement, ne veut pas être responsable de la troisième... effondrement de l'Europe. Effondrement de l'Europe. Vous n'avez qu'à pas aller dans l'euro, ces cons-là. Mais oui, mais ils sont self-righteous. Ils sont... et voilà, la mentalité protestante, allemande, fait qu'ils veulent bien faire. Et tous en même temps. Oui, ils sont... Voilà, et c'est ce côté... Bon, c'est pas grave, on va se retrousser les manches et on va faire bien et on va nettoyer tout proprement et on va tout briquer. Sauf qu'il arrive un moment, effectivement... S'il nettoie plus, il nettoie, plus le reste de l'Europe qui ne nettoie pas s'enfonce. C'est ça le drame. C'est pour ça que tu ne pouvais pas avoir un taux de change fixe avec les Allemands. Et ça, ils vont avoir du mal à le comprendre parce que quand il y a eu la réunification, ils se sont relevés les manches et ils ont tout nettoyé. Et ça a très bien marché à l'époque, puisqu'ils étaient là... Les gars réunifiés, ils ne sont pas si contents que ça, mais en même temps, c'est... Oui, mais quand tu voyais la distorsion entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ils ont choisi à ce moment-là la parité du mark, du Deutsche Mark, un point, ce qui était énorme pour l'Allemagne de l'Est à réussir à courir derrière. Et vaille que vaille, ils ont quand même réussi ensuite à unifier le... C'est pour ça que leur dette est beaucoup montée dans les années 90, parce qu'ils étaient en train de payer pour l'Allemagne. Mais dès qu'ils ont fini de payer pour l'Allemagne de l'Est... Il y a eu des transferts gigantesques. Et à ce moment-là, leur dette a commencé à baisser. Alors que nous, en France, on a payé pour puisqu'on s'était fixé au Deutsche Mark, on a payé pour la réunification de l'Allemagne de l'Est, c'est très bien, bien joué. Et puis après, on a continué à dépenser comme si on n'a jamais fait l'effort. Mais non seulement ça, mais là, quand tu regardes la hausse de la dette, depuis 2012, tu te dis, mais enfin les gars, mais enfin... Mais ce qui veut dire un truc, si tu veux, c'est que ce que je vais essayer d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a une contradiction essentielle entre ce qui est en train de se passer en Allemagne, ce qu'on fait en France, et la situation des marchés obligataires. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui va péter là, je sais pas où, je sais pas quand, mais je me dis, c'est pas un système soutenable. Non. C'était soutenable tant que l'Allemagne était soit neutre, soit expansionniste, mais à partir du moment où l'Allemagne se met à épargner comme une masse de malades parce qu'elle en a besoin, je sais pas ce qui se passe. Encore une fois, je dis, il y a une contradiction totale entre, par exemple, ce qu'on a dit pendant les élections en France et la situation allemande. N'importe quel homme politique aurait dû dire, on ne peut pas faire ça, les gars, parce qu'il y a les Allemands qui vont... Mais ça aurait été admettre qu'on avait perdu toute souveraineté, ce qui est la réalité. Donc, dans la leçon suivante, je vais essayer de vous montrer pourquoi l'Allemagne va devoir se mettre à accroître son épargne. Et c'est ça la très mauvaise nouvelle pour la France. Oui, comme on l'a vu, parce que qui dit accroissement de l'épargne allemande veut dire moins de consommation de nos produits français. Et CQFD, et donc on a déjà une part d'industrie qui est à 9% du PIB. On ne peut pas véritablement se permettre d'avoir des contractions de quoi que ce soit aujourd'hui, sachant qu'on a une hausse du poids de l'État, des retraites qui bouffent la moitié. Donc soit, mais je n'imagine pas un homme politique avoir le scoroness d'arriver devant tout le monde en disant « les gars, les retraites, ça ne va pas être possible ». Déjà que quand on y touche aux retraites, on a tout le monde dans la rue et toutes les poubelles brûlent. Et ça, c'est simplement pour... touché à l'âge, alors le reste, je ne peux même pas imaginer. Non, donc on a des discussions en France qui sont sur les retraites, sur le niveau de vie, sur le pouvoir d'achat, qui sont complètement surréalistes. Surréalistes. Tu te dis, mais de quoi parle-t-il ? Ils ne se rendent pas compte que, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, que notre niveau de vie va baisser maintenant pour les 10 ans qui viennent. Mais nous avons un personnel politique complètement surréaliste. Hier, j'écoutais les différentes personnes, je ne sais plus, sur BFM, ainsi de suite, qui, les yeux dans les yeux, que ce soit l'ancienne ministre de l'Éducation, je ne sais plus, une brune, là, avec un nom arabe, Nadia Vallaud-Belkacem, qui disait que Retailleau, c'était les heures noires du fascisme et que c'était le plan du RN, et ainsi de suite. Je dis, mais écoutez, calmez-vous.
que vous êtes plus crédible. L'écrit d'orfraie du matin au soir en expliquant que le bruit des bottes et ainsi de suite. Le pauvre Théo, il s'est même pas assis. Alors, il a eu droit à tout, hein. Anti-homosexuel, anti-machin, qu'il allait casser. Non, mais c'est hallucinant. Ça donne, moi, quand j'écoute tout ça, tous ces couillons qui disent ça... C'est un vague type du RPR, quoi. Faut comme se non, calmer. Mais je me dis, tiens, il faudrait peut-être que j'aille le regarder un peu plus sérieux. Oui, c'est ça te donne envie. Tu sais, c'est l'histoire du général, là. Du général, je me dis, tiens, il est peut-être pas si mal que ça. Je le connaissais pas, mais je vais aller voir. Il a peut-être pas dit que des conneries. Ah oui, quand la gauche commence à dire pique-pendre comme ça de quelqu'un, effectivement, ça te le rend tout de suite aimable. Oui, mais parfois, t'es déçu. Ouais. Parfois, t'es déçu. Ils disent du mal du gars, mais... Et en fait, c'est rien. Et en fait, il n'y a rien du tout. Donc, donc voilà, donc première étape du raisonnement, il y a peut-être en train d'avoir une crise du marché obligataire français, à court terme, on va voir, mais enfin ça a l'air de bien partir. Deuxième étape, l'Allemagne est en train de se désindustrialiser, a des gros problèmes de paiement de retraite, et l'Allemagne va donc augmenter son épargne. Et ça va se faire au détriment de la France, qui n'est pas en état d'absorber une baisse de la demande venant des Allemands. Donc, c'est le coup, tu sais, c'est le coup du billard. Tu tapes sur une boule et puis tu vas taper une boule qui est là-bas. Et c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qu'il y a des boules qui commencent à rouler sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Aucun contrôle. Non. Aucun. Et je dis, ça risque de... Et c'est pas pour ça qu'elles vont pas nous taper, quoi. Bah non. Parce que l'une des grandes raisons de l'effondrement aussi... Non, c'est un Mikado. C'est un Mikado, tu tires un truc et voilà. L'une des grandes raisons de l'effondrement d'Allemagne, c'est aussi la hausse du prix de son énergie. Avec la guerre en Ukraine, où ils ont accepté connement de plus acheter quand tu regardes ça... Et encore, grâce à la reine, ils ont quand même pu acheter notre électricité française pas trop cher, parce que sinon, sinon ils auraient été vraiment à l'amende. Mais ça veut dire ça, c'est le résultat des Américains qui veulent empêcher les Allemands d'acheter le truc russe. Hein. Tu peux dire que cet effondrement de l'industrie allemande entre sauver la planète et... de toute façon, je pense qu'à ce stade, les gens sont quand même conscients que l'UE telle qu'on la connaît, c'est quand même la CIA. C'est-à-dire que le but de Brzezinski, dont plus personne ne parle, mais qui était le Kissinger des démocrates, c'était d'empêcher la France d'être souveraine, d'empêcher de ruiner la Russie et d'empêcher l'Allemagne de se fournir en énergie en Russie. Donc c'est la politique constante des États-Unis depuis 40 ans. C'est quelque part la peur de la Prusse. Qu'on puisse avoir une Russie allemande ou quelque chose qui pourrait émaner... c'est surtout la Russie et l'Allemagne qui s'allient. C'est tout la masse continentale presque jusqu'à la Chine qui devient quasiment ennemi des États-Unis. Autonome. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est très mal. Donc, grosso modo, ce qu'il y a, c'est que l'Europe est en train de payer le prix de la politique étrangère américaine depuis... qui se dessine de plus en plus clairement depuis 30 ans. Voilà. Donc, il faut retrouver notre souveraineté, non pas simplement contre les autorités européennes, mais aussi et surtout contre notre allié américain. Oui, notre allié. C'est un peu ta belle-mère, en fait, tu sais. Alors, moi, j'aimais beaucoup ma belle-mère. Elle était très sympathique. Voilà. Non, mais ça veut dire que les nations, c'est ce que disait... je crois d'Israéli, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. D'Israéli, qui était donc un penseur anglais. C'est surtout le Premier ministre anglais, le favori de la reine Victoria. C'est celui qu'elle a préféré. Et qui était juif d'origine, et qui était très... plus anglais, tu meurs. J'adore les anglais, ça me fait tellement rire. Oui. The Minister of Silly Walks. ça, c'était les Monty Python. Les Monty Python, qui était incroyable, ça. Qui avait fait un ministère des... Ben, on en a eu un. Je suis sûr qu'il y a dans le 38e, il y a le ministère Oui. On y est. Et alors, c'est drôle parce qu'à un moment, justement, il parle des accents stupides. Et la personne qui propose a une sorte d'accent français. Oui, absolument.
Et il dit qu'il faut qu'on reste très ouvert à ces choses-là, sinon l'UE va nous prendre tous les ministères débiles. Donc il faut continuer le ministère des pas imbéciles. Des pas imbéciles. On apprenait aux Anglais à marcher de façon stupide. Donc voilà, quand je regarde les Anglais, je me dis, bon, ils n'ont pas réussi complètement à sortir de l'Europe parce qu'ils sont trahis par leur classe dirigeante eux aussi, mais au moins, ils en sont sortis en esprit, donc ils sont pas... Mais par contre, qu'est-ce qui peut être vendu aux États-Unis, c'est incroyable. Ouais. Non, mais on l'a vu avec l'Ukraine. Hein. On l'a vu avec Boris Johnson et tout, et même celui-là, la première des choses qu'il dit, c'est qu'il faut... Stammer, il dit qu'il faut donner des fusils à longue portée à l'Ukraine pour qu'ils puissent taper directement sur la Russie, mais les mecs, ils sont... Non, mais je sais pas ce que les Anglais contre les Russes, mais il y a un loup, là. Non, ils sont... Oui, c'est les petits frères aussi, parfois. Hein. Non, mais surtout, ils sont mis sur la gueule avec les Russes pendant 150 ans, tu sais, pour que les Russes n'arrivent pas à l'océan Indien, c'était ce qu'on appelait le Great Game, le grand jeu. Ça se passait dans le Kazakhstan, par là-bas. Il y avait des types... Ça laissait des traces. Ça, oh là là. Oh là là. Donc voilà, nous rentrons un petit peu peut-être dans le vif du sujet des critiques que je fais sur l'euro, l'Europe, etc. depuis une bonne vingtaine d'années, et on a vu se dérouler toutes les étapes. Mais maintenant, je manque d'imagination, je crois qu'on arrive à l'étape ultime, et je ne sais pas quel truc ils vont trouver pour nous empêcher encore d'arriver à la solution. Quelles espèces de solutions qui n'en sont pas vont-ils faire la dernière? Ils vont faire marcher la planche à billets. Je propose un ministère. Oui, ou on mettrait Attal, oui, il serait bien. Ouais, avec sa grande expérience. Ouais. J'ai laissé sur mon bureau. Et l'autre qui lui dit, j'ai pas vu grand-chose sur votre bureau. C'est là où je me suis dit, tiens, il est peut-être pas mal, ça gars-là. Et puis non, c'était une erreur. C'était une erreur. Écoute, on ne peut pas pécher véritablement par excès d'optimisme. Non, surtout que c'est pas ce dont souffrent les marchés en ce moment, un excès d'optimisme. Non, mais toi, parfois, tu fais preuve d'un excès d'optimisme. Mais c'est bien, parce que sinon, effectivement, je pense que des âmes comme Talleyrand, à la fin, à force d'avoir côtoyé tout le cynisme du monde, devaient être profondément lasses en se levant, oui. En se disant, mais de toute façon, tout ce que je vais côtoyer, ça va être d'une horreur pas possible. Absolument. Et Dieu sait que les âmes peuvent être grises. Oui, absolument. Voilà. Différents degrés de gris. Oui. Voilà, mais écoutez, je suis ravie que vous nous ayez suivis une fois de plus. Et ça va pas être facile. Cette leçon n'était pas facile, la leçon suivante sera pas facile. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions sur les graphiques, on vous expliquera. Et puis ensuite, je ferai une version écrite qui sera une espèce de document, comme on en a fait 2 ou 3 dans l'histoire, pour vous expliquer vraiment les relations, mais en mettant par écrit. Et pour que d'autres gens puissent nous les piquer et faire des dossiers sur l'Allemagne, sans nous citer. Sans nous citer. Oui, c'est-à-dire que tout à coup, nous, on fait un dossier sur l'Allemagne, tu vas voir, il va y avoir plein de petits dossiers sur l'Allemagne, et ça va être parfait. Avec des spécialistes. Avec des spécialistes, voilà. Depuis leur cuisine. Écoutez, je suis ravie que vous nous ayez suivis encore. Mettez vos questions. N'oubliez pas de mettre des pouces, d'en parler autour de vous, de faire suivre. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour la seconde partie de cette émission, et qu'on espère dense. Et peut-être que s'il y a des questions, je les prendrai en début. Oui, bonne idée. Pour y répondre. Bonne idée. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, merci.